Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'espère qu'on ne regrettera pas de m'avoir invité. En tout cas, moi, j'ai aimé vous entendre aujourd'hui. J'ai trouvé rassurant d'entendre des médecins, des gestionnaires, des gens impliqués dans le réseau qui ont foi au réseau, qui travaillent et qui sont prêts à s'y investir en innovant. Ceci étant dit, je crois que, en tout cas, c'est ma lecture jusqu'à maintenant, que cette volonté de collaboration fait face à des obstacles majeurs actuellement. Et je crois, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ma présentation, à savoir que la collaboration est davantage une utopie dans les circonstances actuelles, mais il ne faut jamais perdre la foi et je compte sur vous pour ça. Alors, on nous a présenté des premières observations par rapport aux expériences qui nous ont été présentées aujourd'hui. Je pense que ce sont des expériences intéressantes et inspirantes, mais il faut être réaliste et on voit bien que ce sont des expériences, c'est par contre le propre des projets pilotes, il va sans dire, d'être sur des objets très précis, sur des besoins particularisés, qui sont véhiculés par des champions. On vous a entendu aujourd'hui. On peut se demander s'il n'y a pas de champions, est-ce qu'il peut y avoir des projets comme ça? Donc, quand on pense à la pérennisation de systèmes, à ce scaling up, donc à élargir ces expériences, on ne peut plus s'appuyer seulement sur des champions. Il faut regarder vraiment au niveau organisationnel, ce qui se passe au niveau institutionnel, comme nous en a parlé Rénald à l'instant. On note aussi qu'on cible dans ces projets surtout des personnes en situation de vulnérabilité avancée. J'insiste sur le terme avancé parce que tout patient est en situation de vulnérabilité dans sa relation avec le réseau et le médecin. Donc, des expériences intéressantes. Est-ce qu'on peut penser à l'étape de généralisation ou le scaling up, pour reprendre le terme de Nacira? Alors, je pense que pour ça, on a vraiment besoin de beaucoup plus que le sens de la vocation et de l'engagement qu'on a vu aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'un cadre juridique qui y soit favorable. Je ne crois pas que ce soit le cas pour l'instant, mais surtout, on est devant l'inconnu, à mon sens, par rapport à la direction dans laquelle s'en va le réseau. Je vais y revenir. Et pour passer à l'étape de généralisation, bien, ça veut dire qu'il faut que ça passe. Et vous avez été assez éloquent là-dessus aujourd'hui et à travers les ateliers. Ça doit passer par les cliniques médicales, les GMF. Alors, je sais que c'est docteur, j'oublie votre nom, Sanson qui a dit le rapport du vérificateur général est déprimant, décourageant, mais il ne faut pas faire du négationnisme comme vos fédérations le font. Je pense que c'est important de prendre acte de ce que la vérificatrice générale nous a dit dans son rapport sur les GMF, de façon plus spécifique. Je ne réfère pas ici à celui sur la rémunération, mais vraiment sur les GMF, où elle nous dit qu'on ne voit pas, malgré les investissements importants, on ne voit pas de différence importante dans la prise en charge des patients entre les GMF et les cliniques régulières, ce qu'on appelle le cabinet médical dans la loi sur services santé et services sociaux, la L4S. On observe un certain détournement de fonds, c'est-à-dire l'utilisation de fonds qui sont versés pour certaines fins à d'autres fins. Elle parle notamment de l'engagement d'infirmières techniciennes au lieu de... Lorsque des fonds sont versés pour des salaires d'infirmières cliniciennes, le vérificateur parle d'actes qui sont mal attribués. On a parlé aujourd'hui, vous l'avez mentionné comme une condition, d'utiliser l'expertise et les compétences d'une équipe de façon adéquate et pertinente. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la mesure où, malgré les réformes au Code des professions, à la loi sur les infirmières, où on a accordé des actes réservés que partage l'infirmière avec le médecin, on voit que les médecins continuent à facturer l'acte de vaccination, par exemple, même s'il y a une infirmière dans le GMF. Bref, tout ne tourne pas rond dans les GMF. Et pourtant, on nous dit que l'avenir est là, hein, que l'évolution du système doit passer par le GMF. Alors,
mais on va attendre que le prochain rapport du vérificateur. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Le programme a changé au ministère. On veut instaurer certaines choses, mais vous allez peut-être dire, je suis Thomas, mais moi, j'attends de voir le prochain rapport du vérificateur général. Bref, je pense qu'il y a par ailleurs des causes assez profondes pour lesquelles j'ai des réserves par rapport à cette possibilité pour l'avenir, que je résumerai en disant qu'en gros, les pouvoirs publics se limitent à des outils de type privé pour la mission d'intérêt public qui est celle de répondre aux besoins de santé de l'ensemble d'une population. 2 éléments principaux, on pourrait en faire toute une liste. Le premier, bien, c'est le statut du médecin, le fameux statut du médecin considéré comme travailleur autonome, qui est la plus grande aberration juridique de ce siècle, selon moi. Pour quelqu'un qui est payé à 100% par les fonds publics, à qui on fournit toutes les ressources, il n'y a pas une seule autre profession ou un seul autre travailleur pour qui ça passerait devant les tribunaux. Puis là, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est un mythe énorme avec lequel on vit et sur lequel, malheureusement, on ferme les yeux. Je pense que le changement devra venir de l'intérieur, des médecins eux-mêmes qui commenceront à dire « ça n'a pas de bon sens, il faut qu'il y ait quelque chose qui change », parce que ce statut sui generis, le particulier aux médecins à travers le réseau, qui est dans le réseau, mais qui n'est pas dans le réseau, on ne peut pas y faire dire ce qu'on veut, c'est un problème constant, majeur, et qui, selon moi, signifie que c'est difficile de parler d'équipe. Quand on a un statut différent, comment peut-on ensuite soutenir qu'on est au même sur le même pied que les autres? Comment les autres peuvent voir le médecin et le concevoir vraiment comme membre de l'équipe et vice-versa? Je pense qu'il y a un blocage à plusieurs niveaux juste là-dessus. Je n'en parlerai pas plus. Je pense que, évidemment, ça touche aussi toute la question de la rémunération du médecin. Je pense que Damien Contandriopoulos, qui est malade, on me dit, devait parler surtout de ça, alors donc je n'en parle pas. L'autre élément, c'est celui de la gestion du réseau que l'on veut faire de plus en plus à travers un outil de droit privé qui est celui du contrat. Le contrat que l'on signe, qui était avec les C3S, les agences, les GMF, et pour lesquels il y avait, comme vous le savez, et c'est une autre conclusion marquante du vérificateur général, il n'y a pas de reddition de compte. On renouvelle même si on ne rencontre pas. On signe les contrats sans vérifier si ça correspond vraiment aux besoins des patients. Il suffit que quelqu'un lève la main et dise « moi, je veux faire un GMF ». On signe, on ne vérifie pas si ça correspond, est-ce qu'il y en a besoin à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs. Bref, il y a une espèce les pouvoirs publics, autrement dit, n'utilisent pas leur pouvoir. Ils cèdent tout simplement aux demandes qui sont formulées par les groupes de médecins. Bon, puis la vérificatrice générale note également toutes sortes de manœuvres qu'on a vues dans la gestion, notamment à travers le guichet d'accès, des manœuvres dolosives, pourrait-on dire, de la part des médecins, en disant aux patients, oui, je vais te prendre, mais va t'inscrire, puis comme ça, je vais pouvoir te prendre et je vais retirer une prime pour ça. Bref, toutes sortes d'actes stratégique pour augmenter la rémunération du médecin au lieu de répondre aux besoins du patient. Je pense qu'il faut que les médecins eux-mêmes en prennent note et disent « il faut nous-mêmes résoudre le problème » parce que ces choses-là commencent à être connues du public, puis le public commence à être tanné de ça. Et donc, il va falloir que ces choses-là soient dites, honnêtement, au lieu de se mettre la tête dans le sable et de dire nous, on empoche puis on ne dit rien. Alors, je pense qu'on est rendu là en tant que société. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit fait là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire en mettant nos espoirs ou nos ressources dans les cliniques? Bien là, on se trouve un petit peu à cheval entre le rôle des établissements et le rôle des cliniques dans le réseau. Et on est en train, ce qu'on a appelé en termes presque poétiques, la délocalisation des professionnels, bien, on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul. J'ai marqué Jacques, Pierre, Jean-Jacques. Bref, on transfère des ressources. Et c'est pas vrai que... Bon, on nous a dit ce matin que c'était un succès bœuf, que l'avenir était là. Moi, je dis, attention, on va peut-être avoir des surprises, parce que c'est un changement institutionnel majeur qui est en train de se produire. On est en train d'affaiblir
les établissements, le réseau public, pour transférer les ressources dans un réseau privé, où le médecin se considère comme un travailleur autonome, où le GMF, et on nous l'a dit ce matin, le GMF n'est pas une entité, il est hors réseau. Hein? Il n'est pas régi par la loi. Le patient ne peut pas exiger des services de la part du GMF. Bref, on est en train de voir des modifications fondamentales, mais on les voit à petits morceaux. On ne voit pas la modification d'ensemble qui est en train de se faire. La simplification administrative, on nous en a parlé ce matin. On a dit oui, il faut simplifier l'administration des GMF. Mais si on lit le rapport de la vérificatrice générale, c'est le contraire. C'est qu'on ne les gère pas assez, les GMF. Et donc, il n'y a pas d'imputabilité, il n'y a pas de reddition de compte qui se fait. Alors, il faut faire attention à ce que ça veut dire. J'ai relevé que, justement, le vérificateur dit que 24 des ressources qui avaient été investies dans les GMF ont été utilisées pour des frais administratifs. Les frais administratifs, à ce que je sache, c'est censé être rémunéré par cette portion technique là, du 30 supplémentaire qui est versé. Alors, on est en train de payer en double là, pendant qu'on déshabille le réseau public. Bref, il y a des questions fondamentales, à mon avis, qui se posent. Le patient dans tout ça, eh bien, le patient, lui, d'abord, il faut savoir que dans ce contrat de GMF, qui est, puis vous l'avez dit à plusieurs reprises, plusieurs d'entre vous êtes revenus, au bout du compte, c'est le patient qui compte, on fait ces choses-là, on justifie ces modifications au nom du patient. Donc, les nouveaux contrats, le bénéficiaire du contrat est censé être le patient et non pas le médecin ou le groupe de médecins. Une forme de ce qu'on appelle la stipulation pour autrui dans un contrat, parce que le patient, il ne va pas signer, lui, il ne peut pas demander ensuite, pouvez-vous vous assurer de faire respecter ce contrat? Il n'y a plus rien à dire, et pourtant, on fait ces contrats en son nom, pour son bénéfice. Est-ce que c'est le cas? Bien, lorsque le VG nous dit qu'il n'y a pas de reddition de compte, justement, les montants sont versés, puis le patient, on en inscrit, oui, on inscrit des patients, mais le patient peut-il voir le médecin? Hein? L'inscription à la liste ne garantit pas des rendez-vous en temps opportun. Bref, le patient qui ne peut pas exiger des services du GMF, il se retrouve où? Bien, il se retrouve à l'urgence. Et ensuite, on se plaint que le patient va à l'urgence. Mais je suis désolée, c'est le seul endroit où il peut aller. Il peut dire, vous allez me donner un service. Il ne peut pas faire ça auprès d'une clinique ou d'un GMF. Alors, donc, le patient, son seul recours, il est là, parce qu'il ne dispose pas de lien contractuel direct avec le groupe GMF. Alors, il y a ce déséquilibre important entre le médecin et le patient. C'est le patient, évidemment, qui doit s'ajuster, et le patient est donc impuissant. Le droit d'accès aux services qui est prévu dans la loi, il est prévu aux établissements, et non pas dans les cabinets GMF et autres cliniques. Alors, donc, la clinique est hors réseau, comme on vient de le dire. On vide les établissements pour délocaliser les professionnels vers ces unités qui sont hors réseau. Ce n'est pas rien. On est en train de vider l'objet de la L4S. La L4S, la loi sur les services santé et services sociaux, qui a été la première loi qui a suivi l'instauration du régime public en 1970, refondue ensuite en 1990. Maintenant, là, si on vire tout dans les GMF, bien, la L4S, on n'en a plus besoin. Presque, là, on retombe dans un système privé tel qu'on l'avait connu avant. La modification institutionnelle, elle n'est pas mineure, elle est fondamentale. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas encore, parce qu'on le fait à la pièce. On le fait contrat par contrat. Et une chose que je n'avais jamais vue avant, c'est qu'on a adopté la loi 10, la loi 20. On a fait quand même des modifications institutionnelles importantes. Les C3S sont abolis, les agences sont abolies, mais allez voir dans la L4S, sont encore là. Autrement dit, le sens profond de la loi 10 et de la loi 20, on ne le voit pas encore. Le ministère travaille depuis à la révision de la L4S. Mais on ne sait pas ce que ça va donner. Quel sera le statut des GMF dans la L4S? On nous a dit ce matin que le docteur Groux du ministère nous a dit « Ah oui, peut-être que maintenant le GMF… » J'attends de voir encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis
totalement incapable de vous le dire. Je mets quiconque au défi de savoir qu'est-ce qui s'en vient, ce que signifient de façon profonde les modifications qui sont en cours actuellement. Donc, les programmes qui appartenaient au réseau public sont transférés à ces unités qui n'ont pas trop de comptes à rendre, ou en tout cas, on ne s'assure pas trop que les comptes soient rendus. La responsabilité populationnelle appartient encore aux établissements, c'est-à-dire au CIS et au CIUS, mais on va faire le travail par les GMF, mais comment les contrôler, comment s'assurer que... Bref, on est dans un disconnect là, assez prononcé, à mon avis. Alors, la L4S, je l'ai dit, en déshérence, on ne sait pas ce qui s'en vient, on nous annonce. Pour l'instant, en tout cas, on se retrouve dans un monde à l'envers, c'est-à-dire que les cliniques qui devaient appuyer le réseau dans l'esprit original de la L4S, c'est maintenant l'inverse. C'est le réseau public qui appuie les cliniques privées. Alors, si ce n'est pas un renversement assez majeur de la situation dans le sens vers lequel s'en va notre système de santé, moi, je ne sais plus. Et ça, encore une fois, c'est difficile à voir parce qu'on le fait à la pièce. Et on le fait en achetant, finalement, les principaux acteurs du réseau, c'est-à-dire les médecins. On ne peut pas demander aux médecins de se plaindre de ce qui se passe avec les augmentations salariales qui ont été concédées aux médecins. On ne peut pas demander aux dirigeants du réseau de lever un drapeau. Ils relèvent directement du ministre. Qui peut parler dans ces circonstances? Je ne sais pas. Peut-être le patient. Éventuellement, donc, je pense que présentement, nous sommes actuellement enfermés dans une logique où la collaboration à large échelle, puisque c'est ça le sujet de la discussion d'aujourd'hui, est difficile à atteindre. Je pense qu'il va falloir, pour viser cette collaboration idéale dont vous avez parlé aujourd'hui, il va falloir d'abord mieux comprendre ce qui est en train de se produire à travers notre réseau et peut-être remettre certaines choses en cause, en question, dont le statut du médecin et la façon dont il est rémunéré. Merci.